Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Réparta Science avec Nathanaël Larigaldi. Comment ça va, Nathanaël? Salut Adrien, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, on va discuter des empreintes, des biais de sélection de publication dans les méta-analyses. Est-ce que tu as eu l'article, Nathanaël? Alors oui, bah, pour les auditeurs, il va falloir le dire. J'ai lu le mauvais article pour cet épisode. Donc voilà, j'ai fait ma petite analyse sur l'article qu'on ne va pas faire cette semaine. Et celui-ci, je le connais donc extrêmement mal. Donc Non, mais bon, comme tu disais, tu as lu l'abstract et c'est finalement largement suffisant, tu vas voir. exactement, mais c'est comme ça qu'on fait de la science. Est-ce que tu pourrais au moins nous expliquer ce qu'est une sélection de publication, un biais de sélection de publication, Oui, bah alors le bled, si je ne m'abuse là, enfin tu veux dire juste le biais de de publication en manière fait, moi c'est comme ça que générale, je de l'appelle, manière hein. Ouais, générale. voilà. Bah c'est simplement le fait que en général, dans beaucoup de disciplines, peut-être même toutes, mais en tout cas là déjà il y a quand même pas mal de disciplines qui sont concernées dans cet article. On a tendance à beaucoup plus publier les articles qui ont un effet positif, un effet statistiquement significatif, et en faveur plutôt des hypothèses expérimentales qui sont faites. Et ce biais de publication, il est dû à beaucoup de choses. On a tendance, j'ai l'impression que ça disparaît un petit peu maintenant, et c'est tant mieux, parce qu'on a tendance à travers le temps à avoir surtout blâmé les journaux en très grosse priorité, en disant c'est les journaux qui acceptent pas les publications où il n'y a pas d'effet significatif, etc. Ce qui est en partie vrai, en particulier sur les très gros journaux, hein. Je cite régulièrement, je crois que c'est en 2017 qu'il y avait une étude qui avait été faite, enfin sur des données de 2017, qui disait que Science, donc en gros, enfin l'un des top 2 des plus grosses revues scientifiques, hein, Science, avait un taux de publication avec des résultats statistiquement significatifs et en faveur des hypothèses de 100%, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun article dans Science en 2017 qui allait à l'inverse des hypothèses expérimentales. Donc c'est un petit peu embêtant. Alors, Euh, il y a le fait que l'article, c'est-à-dire l'hypothèse principale de l'article, soit si statistiquement significative. Les auteurs là, de cet article, ils disent, un autre problème, c'est que les auteurs ont souvent aussi tendance à cacher des variables dépendantes ou des tests qu'ils ont effectués qui ne sont pas significatifs. Et ils parlent d'une étude qui dit qu'il y a 78% des chercheurs qui indiquent n'avoir pas déclaré toutes les mesures dépendantes d'une étude. Donc ça aussi, ça biaise la littérature. Ouais, absolument. Et ça rejoint le deuxième point que j'allais faire, qui était que, en fait, souvent, ouais, les biais de publication, c'est aussi, donc il y a le côté journal, hein, le journal, les journaux, les gros journaux, ils aiment pas trop les résultats non significatifs, mais aussi les chercheurs non plus, en fait, ils aiment pas. Et il y a plusieurs pressions, qui font que les chercheurs eux-mêmes font un biais de publication. C'est que bah ils n'ont pas envie de montrer quelque chose qui va à l'inverse de leurs hypothèses, parce que bien souvent, quand ils étudient un domaine de recherche, c'est plutôt qu'ils sont convaincus que le domaine de recherche a une utilité et existe, etc., etc. Et cetera. Et donc, ils n'ont pas forcément très envie, que ce soit conscient ou non, de montrer que en fait, ce qu'ils font, c'est nul. Enfin, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que c'est nul, hein, mais que ça ne fonctionne pas. Et puis aussi, les études statistiquement non significatives sont incroyablement moins citées. Et ça, c'est un gros souci, parce que du coup, c'est quand même. Alors, parmi les grandes incitations qu'on a, c'est le nombre d'articles publiés, hein. C'est ça qui va faire qu'on va avoir une carrière en général dans le milieu universitaire. Mais il y a aussi le nombre de citations qui joue pour beaucoup. Et le fait que nos études non significatives ne soient pas citées, ça veut dire en fait ça n'intéresse personne. Et de toute façon, personne ne les verra globalement. Et même ceux qui les verront ne seront pas forcément intéressés. Et peut-être si je peux donner un petit exemple, moi qui me fait un petit peu rire, c'est je sais plus, c'est dans les années peut-être 70 ou 80, un truc comme ça. Il y avait une étude alors je sais pas comment s'appelle cet effet, toi qui as fait de la psychologie sociale, tu dois le savoir. Il y a une étude assez rigolote avec quelqu'un qui doit photocopier enfin faire des photocopies, et qui du coup se retrouve devant une file d'attente. Et en gros, il y a trois conditions expérimentales. C'est genre soit la personne ne dit rien,
et doit juste essayer de griller la file, soit a dit excusez-moi, je dois faire des photocopies parce que là très très vite parce que là j'ai une réunion dans 2 secondes, donc une vraie justification. Et ensuite, la dernière condition, c'est la personne qui arrive avec des papiers dans la main et qui dit excusez-moi, je dois passer devant parce que je dois faire des photocopies. Donc une excuse complètement idiote parce que tout le monde est là pour faire des photocopies. C'est une file d'attente devant la photocopieuse. Et donc il y aurait en fait un espèce d'effet de sous prétexte d'avoir dit parce que ça suffit à ce que les gens laissent passer dans la file et disent ah ok bon bah s'il doit faire des photocopies alors il faut le laisser passer. Et cet article-là, donc il y a eu plein de citations parce que ça a été un des grands effets comme la psychologie sociale sait en faire. Et l'année d'après, déjà, il y avait déjà une énorme réplication qui a été faite, involontaire en fait. Et c'était un très bon papier d'ailleurs. C'était en fait des gens qui avaient voulu faire un peu un genre de réplication conceptuelle, comme on fait souvent, c'est-à-dire construire par-dessus et dire ah super intéressant c'était fait, on a essayé de faire une nouvelle étude avec un truc qui étend l'effet en question avec d'autres hypothèses expérimentales, puis ça n'a pas marché. Je me souviens plus ce que c'était, mais c'était un petit truc en plus, ça n'a pas marché. Donc ils ont fait une deuxième étude avec une autre extension de l'effet qui n'a toujours pas marché. Et du coup, les mecs, ils se sont dit, mais attends, comment ça se fait que chez nous, ça marche pas? On va essayer de répliquer l'étude originale pour voir si mais ça fonctionne. Et puis en répliquant l'étude originale, ça marche toujours pas. Donc en gros, ils ont 3 études comme ça qui sont assez bien foutues et avec un assez bon nombre de participants. Si je ne m'abuse, il y en avait déjà plus. Et bah en fait, ça marche pas du tout. Et cette étude-là, qui était sortie vraiment juste l'année d'après, bah en fait, personne ne l'a citée. Cette étude était complètement inconnue. Au point que, et ça c'est vraiment drôle, il y a quelques semaines, je m'intéressais à ça justement pour présenter ces 2 articles dans une présentation, pour montrer ce biais. Pourquoi est-ce que, enfin, pour montrer bien que effectivement on ne cite pas les réplications qui n'ont pas de succès. En tout cas, historiquement dans la littérature. Et impossible de retrouver cette étude. Je sais même pas qui sont les auteurs ni rien. Je sais juste que cette étude existe parce que je l'ai lue il y a quelques années. Et j'avais trouvé ça très bien que c'était dans la littérature. Et voilà, il faudrait que je me penche vraiment dessus. Il va falloir que je passe des heures dessus juste pour pouvoir la retrouver. Parce que comme c'est une étude très peu citée, c'est aussi une étude qui a fait zéro bruit et qui du coup est difficile à retrouver. Voilà. Merci d'avoir autant dévié De rien, c'est normal. de l'explication initiale. Je reviens du coup sur ce qu'on avait dit, le fait que la sélection de publications était le fait d'enlever dans la littérature les résultats négatifs. Il y a aussi un autre point auquel parlent les chercheurs, c'est que quand l'effet est positif mais pas suffisamment sexy, on va l'embellir. Ouais. Et donc pour eux, il y a ces deux phénomènes qui distordent l'étude, enfin, la possibilité d'avoir une vision complète des connaissances scientifiques sur le sujet. Mhm. Ils disent, ben, si on voulait vraiment connaître à quel point le biais de publication était important, il faudrait qu'on ait la capacité d'aller chercher chez tous les chercheurs tout ce qui a été produit mais pas publié, ce qui n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'ils vont utiliser une technique pour détecter les empreintes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître le pied de la personne, mais on peut au moins avoir les empreintes que ce pied fait. Donc ça va être l'idée de cette relecture de méta-analyse en disant, mais en fait, si toutes les méta-analyses possèdent le même problème, ils vont avoir le même pattern de publication. On peut supposer que ce pattern ne vient pas de variabilité entre les méta-analyses, mais provient d'un phénomène qu'on appellerait biais de sélection. En gros, c'est ça l'idée. Ouais. Ils ont pris 5 jeux de données qui possèdent eux-mêmes plein de méta-analyses venant de médecine, des sciences environnementales, psychologie et économie. Les données de médecine, c'est des revues Cochrane de 97 à 2020, donc c'est quand même très étendu. Dans les sciences environnementales, en fait, ça provient de méta-analyse de méta-analyse, donc qui avait des données libres. Euh, Pareil en psychologie et je crois en psychologie, ça provient de 3 méta-analyses différentes, enfin de 3 méga méta-analyses différentes. Et en économie, pareil, hein, c'est un jeu de données de méta-analyse qui provient de Ioannidis aussi entre 67 et 2021.
Ce qui fait au total, je sais plus combien de méta-analyses, mais c'est écrit dans l'abstract. 700 000 tailles d'effets qui provient de combien de méta-analyses au total? 68 000 méta-analyses. 68 000 méta-analyses, voilà, au total. Donc on a quand même un sacré jeu de données pour faire ces études. Alors pour expliquer ce qu'ont fait les chercheurs de manière relativement simple, je vais devoir expliquer ce qu'est une méta-analyse. Donc Mhm. en gros, la méta-analyse, l'idée d'une méta-analyse, c'est on se pose une question générale auquel on ne peut pas répondre avec une seule étude, en se disant bah, toutes les études, si elles convergent, elles devraient pouvoir répondre à cet effet. Un exemple moi, que j'aime beaucoup donner, c'est je veux savoir si Nathanaël est bon en maths. Ce que je vais faire la plupart du temps, si je suis son père par exemple, ça serait de regarder sa moyenne en maths. Et en fait, faire une moyenne, c'est déjà quelque part faire une méta-analyse. La différence, c'est qu'une méta-analyse, on pondère. Et en fait, c'est aussi ce qu'on fait quand on fait une moyenne de maths, c'est que bah, s'il a fait un petit QCM, ça va être coef 1. S'il a fait un devoir sur table, c'est coef 3. Si ça va être un devoir sur table mais de 4 heures, ça va être coef 5 ou je ne sais trop quoi. Et donc, on va pondérer chaque note vis-à-vis d'un coefficient pour avoir une moyenne. Ça, c'est typiquement une méthode de méta-analyse. Là où il va y avoir un peu de subtilité là-dedans, c'est que, imaginons que Nathanaël, il est 12 sur 20 de moyenne. On se dit, bon, bah, il est pas mauvais en maths, il est pas folichon non plus, il est moyen bien. Le problème derrière, c'est qu'il faut regarder à quoi ressemblent les notes en tant que telles. C'est-à-dire que s'il a 12, mais qu'il a 11, 11, 13, 12, 13, 11, 13, etc., bon, il a 12 de moyenne et c'est sa vraie moyenne, c'est sa vraie compétence en mathématiques. Si maintenant il a 7, 8, 14, 15, 7, 15, etc., là on se dit, ben, c'est bizarre. C'est-à-dire que des fois on a l'impression qu'il est très bon, des fois on a l'impression qu'il est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, bah, ça peut venir de pas mal de problèmes différents ou d'explications différentes. Le premier, ça peut être qu'il est très bon en géométrie et très mauvais en arithmétique, ce qu'on appellera un modérateur. Mais ça peut être aussi le fait que, bah, il a passé plein de tests et qu'il y en a que certains qui comptent pour la moyenne et pas d'autres. Ça, ce sera un biais de sélection. Et pourquoi, certains, passeraient et pas d'autres? Il faudra essayer de comprendre pourquoi. Mais un autre, possibilité, c'est que parfois il a la possibilité de tricher et parfois il a pas la possibilité de tricher. Ou parfois, c'est corrigé par un prof et parfois c'est corrigé par un autre prof. Ou parfois et donc en fait, il y a des choses soit chez Nathanaël, soit chez le prof de Nathanaël, qui distordent complètement les possibilités de savoir si Nathanaël est bon en maths ou pas. La méta-analyse, normalement, est censée pouvoir répondre à ça. Je crois que c'est la manière la plus claire de d'expliquer ce qu'est une méta-analyse. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que les auditeurs auront compris que je suis bon en maths. C'est le take-home message. Si c'était vraie note, évidemment. Là où, mince, je vais avoir besoin ouais, là où les chercheurs vont essayer d'aller un peu plus loin dans cette étude-là et d'essayer de détecter des empreintes, c'est qu'ils vont essayer de comprendre quels sont les patterns qui sont semblables entre les méta-analyses. Je vous donne un exemple. Imaginons que les notes de Nathanaël soient 18, 15, 16, 18, 17, 11, 18, etc. Bon, on se dit, le 11, il est vraiment bizarre, parce qu'il a 17, 18, etc. tout le temps, et là, le 11 est bizarre. Bon, maintenant, imaginons qu'il ait 5, 6, 4, 5, 11, 6, 7. Le 11, il est encore bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des notes entre 5 et 7, et le 11 est toujours bizarre. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir pondérer les méta-analyses, donc les notes, de pondérer la moyenne de Nathanaël en modifiant les coefficients pour que le coefficient 11 ait moins d'impact sur la moyenne. Parce que dans un cas, il diminue artificiellement la note réelle, et dans l'autre cas, il augmente artificiellement la note réelle, le 11. Et en fait, on remarque que dans la littérature scientifique, les notes de 9, 10 et 11, bizarrement, apparaissent beaucoup plus, ou plus exactement, les notes de 11 apparaissent beaucoup plus souvent que les notes de 15, 16 ou que les notes de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. En somme, les p-valeurs juste en dessous de 0,5 apparaissent beaucoup plus souvent que des p-valeurs très très faibles ou des p-valeurs plus élevées. Et donc l'idée, c'est de dire, bah,
mettons un coefficient moindre à ces études-là pour voir donc, à quel point ça peut changer l'impact réel des effets que l'on trouve dans les méta-analyses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mécanismes avec des paramètres de sélection. On va sélectionner, on va modifier les coefficients d'une certaine partie, d'un certain sous-ensemble des études qui paraissent suspectes par rapport aux autres. Donc ça part quand même de suppositions de la part des chercheurs que ces études-là pourraient être bizarres. Mais ces suppositions ne sont pas infondées, on observe ça dans la littérature scientifique. Oui, Ok. oui, oui, c'est la remarque que j'allais faire, effectivement. Il y a déjà effectivement une supposition initiale. Il y a un biais de publication, en fait. Ouais, et ils supposent qu'il y a ce biais de publication et ils essayent de le détecter partant de là. Et pour D'accord. ça, en fait, ils vont réaliser 6 modèles différents. Ils vont donc alors déjà, ils utilisent, des modèles bayésiens plutôt que des modèles fréquentistes. Donc ces modèles bayésiens supposent qu'on ne sait pas s'il y a des effets ou s'il y a pas d'effets. D'accord? Ce qui est un petit peu différent, avec une manière de penser, fréquentiste, où les chercheurs supposent qu'il y a un effet et donc sont plus susceptibles de trouver un effet. Dans un modèle bayésien, on suppose qu'il y a pas d'effet. Et en fait, ils vont comparer la méta-analyse bayésienne avec une méta-analyse non bayésienne. Donc le résultat réel des méta-analyses tels qu'ils ont été trouvés dans la littérature, celles qui sont publiées. Et ils vont comparer ça avec un modèle, comme je viens de vous le décrire, qui donne moins de poids aux études un peu bizarres, entre les deux cas. Et ils vont ensuite, à nouveau, le comparer à 2 autres modèles, donc un probabiliste et un fréquentiste, qui utilisent une autre manière de penser, la moyenne, qui en fait, on fait pas une moyenne des notes de Nathanaël, on ferait une régression des notes de Nathanaël. Et en gros, l'idée, c'est s'il y a une différence entre la moyenne avec une régression enfin, avec la note trouvée par la régression et la note moyenne, on se dit, il peut y avoir un problème entre les deux. Normalement, dans une méta-analyse, on est censé retrouver la même chose. Donc ça fait 6 modèles, un avec régression donc 6 modèles, un régression, un bayésien simple et un avec sélection de ce qu'on supposerait être des études un petit peu bizarres. 2 fois, une fois dans le modèle bayésien où on suppose qu'il n'y a pas de d'effet, on ne sait pas s'il y a un effet ou s'il n'y a pas d'effet, et les résultats réels des études. Donc ça fait 6 modèles différents et ils comparent les 6 modèles. En gros, c'est ça l'idée. En disant, en comparant ces 6 modèles, on peut quantifier le biais absolu étant la possibilité que l'effet trouvé dans la réalité soit supérieur à l'effet trouvé avec le modèle bayésien. Et on peut aussi faire un facteur de surestimation à partir de cette surestimation absolue. Donc en somme, cette surestimation, c'est à quel point les tailles d'effets dans la littérature actuelle surestiment par rapport à la taille d'effet que l'on pourrait attendre s'il n'y avait pas de sélection. Ok. Et donc qu'est-ce qu'ils trouvent? Alors, juste pour vous dire juste le nombre de méta-analyses, donc tu avais dit 68 000, il faut dire quand Ouais. même que sur ces 68 000, il y en a 67 000 qui proviennent de médecine. Ouais. Il y en Hmm. a 200 dans les sciences de l'environnement, 600 en psychologie et 300 en économie. Et les tailles d'effets, donc pour rappel juste, donc c'est les dés de Cohen, hein. Une taille d'effet faible, c'est autour de 20, une taille d'effet moyenne, c'est autour de 40, 0,20, 0,40, et une taille d'effet forte, 0,60. La taille d'effet moyenne en médecine, c'est 0,24, donc une taille d'effet faible. Dans les sciences environnementales, 62, forte. En psychologie, 37, moyenne. Et en économie, 20, donc faible. Et ensuite, on a la proportion des effets significatifs dans les méta-analyses. Donc, en moyenne, en médecine, il y a 40% des effets qui sont significatifs dans les études incluses dans les méta-analyses de médecine, ce qui est, je trouve, très faible par rapport à ce que j'aurais pu penser à la base. Mais il Ouais, faut pas moi oublier que aussi. c'est des méta-analyses Cochrane. Donc Cochrane, eux, ils sont hyper rigoureux dans la sélection et tout. Donc ça peut aussi, faut aussi prendre ça en compte. Dans les sciences environnementales, 85% des articles inclus sont significatifs. En psychologie, 78% et en économie, 82%. Donc là, on revient exactement à ce que tu disais au tout début, qui est que les auteurs, globalement, préfèrent publier des résultats fortement significatifs et les méta-analystes, globalement, sélectionnent les résultats significatifs. Ouais. Ok. Maintenant, on se pose la question de quelle est la chance d'observer les données si un effet existe réellement. D'accord?
Donc la chance de trouver un effet, d'observer les données si un effet existe, elle est de 100% dans les sciences environnementales d'après les données, mais d'après le modèle robuste, donc le modèle bayésien, n'est que de 30%. Donc on passe de 100% à 30% de chance d'observer les données dans les sciences environnementales. 99% dans les sciences... pardon, non, je me suis trompé. C'est 100% à 30% en économie, 99% à 56% en psychologie, à 100% à 70% dans les sciences environnementales. Et en médecine, en fait, c'est beaucoup plus modéré. On passe d'une possibilité d'observer les données de 38% à 30%. Donc c'est vraiment une diminution qui est très faible en, dans les sciences médicales. Ok. Probablement parce que justement, ils sont déjà moins biaisés de base. Oui, il y a beaucoup plus d'effets non significatifs qui ont été rapportés dans les revues Cochrane. Encore une fois, Voilà. c'est pas toutes les méta-analyses dans le domaine biomédical, c'est que celles qui sont dans Cochrane, qui est vraiment une partie très spécifique de la médecine. Ouais. Mm. Euh, et ensuite, il s'intéresse du coup à l'inflation, le facteur d'inflation de la preuve. Et alors là, je me souviens plus exactement ce que ça voulait dire. Oui, non, en fait, c'est une valeur absolue, c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir le biais absolu du dé de Cohen. Donc, je vous avais dit hein, qu'un dé de Cohen faible, c'était 0,20, un dé de Cohen moyen, c'est 0,40, et un dé de Cohen fort, c'est 60. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que s'il n'y avait pas de sélection de publication, en médecine, on devrait avoir des tailles d'effet qui seraient inférieures de 0,13. Donc, comme on a trouvé une taille d'effet moyenne de 0,27, on devrait trouver normalement une taille d'effet, s'il n'y avait pas de biais de sélection, de 0,27 moins 0,13. Donc 0,15, 0,14. C'est toi qui es fort en maths, Nathaniel, tu m'as dit. Ouais. Non, 0,25. Non, 0,24, pardon. 0,24 moins 0,13, il fait 11. Oui, c'est ça. Ça fait Donc on, 0,11 du coup. on devrait trouver une taille d'effet normalement dans les domaines médicaux, dans le domaine médical de 0,11. Dans les sciences environnementales, le biais il est de 0,33. Donc en fait, c'est quasiment le double de ce que. Donc en fait, la taille d'effet devrait être réduite presque par deux par rapport aux tailles d'effet qui sont trouvées dans les méta-analyses en sciences environnementales. En psychologie, c'est 0,13. Donc c'est quasiment moitié moins, mais quasiment, on devrait quasiment réduire par un demi la taille d'effet qu'on trouve dans les sciences psychologiques. Et en économie, 0,15. Et là aussi, c'est par deux. Le facteur de surestimation, c'est 1,62 en médecine, 1,78 dans les sciences environnementales, 1,39 en psychologie et 2,16 en économie. Donc, dans les sciences économiques, la taille d'effet trouvée est souvent plus de 2 fois supérieure à la taille d'effet réelle s'il n'y avait pas de biais de sélection, ce qui est vraiment énorme, quoi. C'est quel genre de papier d'économie là? C'est de l'économie comportementale ou c'est est-ce que tu sais? Justement, j'avais lu à la fin que les papiers en économie comportementale étaient ceux qui avaient le moins de problèmes en économie. Ah, marrant. Là, j'aurais cru exactement l'inverse. Euh, c'est dans la partie. euh, je sais que je l'ai lu. Trust me, I read it. Et donc oui, la conclusion du coup des auteurs par rapport à ça, c'est que ben il semblerait que Cochrane ne présente pas de biais important de sélection et qu'il fasse du coup les méta-analyses Cochrane fassent vraiment très attention à bien chercher toute la littérature sur un sujet, même si bon, c'est pas parfait et qu'on observe quand même une petite surestimation. Et Ouais. on peut aussi supposer que le fait qu'aujourd'hui tous les tous les rapports, enfin, tous les essais qui sont faits en médecine doivent être rapportés, fait qu'on devrait avoir moins de soucis par rapport à ces biais de sélection. Par contre, effectivement, en psychologie, il y a des problèmes, mais clairement, dans les sciences environnementales et surtout en économie, on observe vraiment un énorme problème de sélection où c'est très difficile enfin,
on a en tout cas cette empreinte qui montre que c'est très difficile d'avoir accès à toute la littérature scientifique sur un sujet et qu'il y a beaucoup de chercheurs qui vont soit cacher des données qui n'ont pas eu des résultats intéressants ou qui embellissent les résultats et de manière très importante. C'est-à-dire que les tailles d'effets trouvées, c'est le double de ce que l'on pourrait supposer être dans la réalité. C'est vraiment énorme. Oui, et c'est vrai qu'on a tendance, je pense, à sous-estimer l'importance des tailles d'effets quand même dans la littérature. On a beaucoup tendance, je pense, à réfléchir en termes de est-ce que l'effet est toujours présent ou non, et que ça suffit, parce que bah, P inférieur à 0.05 dans tous les cas quand on réplique, donc du coup c'est bon, l'effet existe. Mais il faut vraiment se dire, bon, je vais prendre un exemple du coup de médecine, mais je veux dire, si jamais vous avez un médicament, je sais pas moi, imaginons une taille d'effet, par exemple, genre du nombre de jours de survie d'une souris dans un médicament anticancéreux, imaginons. Ça peut faire une grosse différence entre une souris cancéreuse qui survit 5 jours avec un traitement versus le traitement il marche, mais en fait, elle survit 2,5 jours. C'est pas du tout la même promesse de traitement. Et même en fait, même dans d'autres exemples que je pourrais prendre en psychologie ou en économie ou quoi que ce soit, en fait, il y a beaucoup d'effets où si jamais la taille d'effet est vraiment petite, là je vois, du coup, ça suggère en économie, on pourrait avoir des tailles d'effet de 0,07 du coup à la fin. Donc c'est vraiment des très petites tailles d'effet là. On peut se retrouver avec des effets qui existent et qui sont significatifs, mais qui en fait sont extrêmement peu intéressants en fait. Donc même la réplication d'un résultat ou même juste là considérer qu'un résultat est effectivement suffisamment robuste pour être dans la littérature et d'exister, ça change quand même beaucoup la donne quand on prend aussi en compte la taille des faits. Hein. Donc c'est toujours assez important, je pense, de, de, de vraiment mettre l'accent sur l'importance de la taille des faits. Il y a ouais, alors il y a aussi, donc ils ont fait un facteur bayésien. Ils ont utilisé les facteurs bayésiens et en fait, les facteurs bayésiens permettent à la fois de savoir quelle crédibilité on a dans le fait qu'il y a un effet, mais aussi quelle crédibilité on a dans le fait qu'il n'y ait pas d'effet de biais de publication. Et en fait, si les études en médecine sont celles qui ont le facteur bayésien le plus faible, donc probablement qu'il n'y a pas de biais de publication, c'est aussi les études en médecine qui ont le résultat le plus faible dans la preuve d'absence de biais de publication. C'est-à-dire que il est les méta-analyses en médecine, globalement, euh, il y a très peu d'entre elles qui permettent d'être sûr qu'il n'y a pas de biais de publication. En fait, dans le domaine en psychologie, en économie, etc., ces chercheurs-là disent qu'ils seraient capables de dire voici telle méta-analyse dans laquelle on suppose qu'il y a de forts risques de sélection de publication, et voici quelles études, quelles méta-analyses on suppose qu'il n'y ait pas de risque de sélection de publication. Et ce qu'il dit, c'est qu'en médecine, on n'est pas assez capable de faire ça. Hmm. C'est-à-dire que c'est plus difficile de savoir lesquels seraient plus ou moins à risque de biais de sélection de publication. Ah, c'est marrant ça comme résultat. En fait, alors après, ils expliquent, hein, ils disent bah, peut-être tout simplement que il y a moins de pression pour les biais de sélection de publication dans les études en médecine. Ou peut-être aussi, ils disent qu'il y a une meilleure qualité méthodologique et donc il y a moins de biais en tant que tel, donc de biais de sélection. Hmm. Euh, voilà. Après, c'est difficile de savoir parce que, encore une fois, on parle d'empreinte. Donc là, c'est vraiment un résultat, voilà, un facteur bayésien issu de présuppositions des chercheurs que la science devrait se comporter d'une certaine manière et on observe un pattern pour lesquels les méta-analyses divergent de ce que l'on pourrait s'attendre s'il n'y avait pas de biais de sélection. Ouais. Donc c'est difficile après de savoir pourquoi, d'où ça vient, etc. Bon, Mais évidemment, ouais. après, le fait que de base, il y ait probablement, en particulier quand on voit hein, le nombre d'études positives de base, enfin la proportion d'études positives de base, je pense que ça s'explique assez bien en médecine sur le fait que les essais cliniques sont en fait enregistrés à l'heure actuelle. Donc c'est un peu comme un préenregistrement un petit peu
un peu boosté aux hormones, si j'ose dire, dans les essais cliniques. Je pense que c'est, à l'heure actuelle, je pense que c'est comme ça dans tous les pays du monde, ou en tout cas dans les pays du monde majoritairement contributeurs de la science, en tout cas. Quand on fait des études en médecine, quand on fait un essai clinique, en fait, on est obligé de l'enregistrer auprès d'une agence sanitaire ou je ne sais quelle autre agence. En général, je pense que c'est les agences sanitaires, genre c'est la FDA aux États-Unis. Et donc, quand on fait un essai clinique, en fait, on l'enregistre à l'avance. Et quoi qu'il arrive, on est obligé de leur donner les résultats qu'on a préenregistrés. Et ça va pas forcément dans la littérature scientifique, hein, il y a des études là-dessus, donc la littérature scientifique elle-même est biaisée, mais quand on fait une méta-analyse, rien ne nous empêche par contre d'aller voir les bases de données de ces agences sanitaires et d'aller récupérer toutes les études qui ont été enregistrées avec obligation, pardon. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de facilité à aller récupérer les études qui ont effectivement eu lieu, mais qui n'ont jamais été publiées dans la littérature scientifique. Je Ouais. pense que ça doit pouvoir expliquer une grosse partie du fait qu'on ait autant moins, entre guillemets, de biais de publication initialement dans la littérature en médecine. D'ailleurs, je crois qu'il le mentionne dans En le. fait, il y a aussi un autre point qu'il mentionne et qui est inhérent justement aux revues Cochrane, c'est qu'en fait, Cochrane pose une question, regarde toute la littérature sur le sujet, publie s'il y a eu un effet ou pas, etc. Surtout, c'est pour ça qu'on a 67 000 méta-analyses. Sauf que si tu regardes le tableau 1, quand on fait une méta-analyse, surtout en psychologie, on se dit, oh, il faudra au moins 20 articles dans la méta-analyse pour pouvoir en dire quelque chose. Et c'est vrai, en psychologie, il y a en moyenne 18 articles par méta-analyse. En économie, il y a en moyenne 66 articles par méta-analyse. Dans les sciences environnementales, il y a 26 articles par méta-analyse. Sauf que dans les revues Cochrane en médecine, il y a en moyenne 5 articles par méta-analyse, ce qui est extrêmement faible. À peine suffisant pour pouvoir faire une vraie méta-analyse, quoi. Hmm. Donc en fait, il y a aussi cette question de se dire, mais quand on prend 5 articles les uns avec les autres et qu'on trouve une taille d'effet de 0,24, donc une petite taille d'effet, qu'est-ce qu'on en conclut? En fait, ce que disent les chercheurs, c'est que finalement, toutes les méta-analyses en médecine qu'on voit dans Cochrane, globalement concluent, on peut rien en dire. Ouais. Et donc en fait, il y a une vraie question derrière, c'est est-ce que ça vaut le coup en fait de faire ces méta-analyses-là? C'est-à-dire, OK, il y a pas de biais de sélection, OK, on s'intéresse à tout ce qu'on connaît actuellement sur un sujet. Et si la réponse à chaque fois c'est: «On connaît rien sur le sujet», est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, effectivement. Bah, ce qui est bien quand même de les avoir, c'est que je pense que ça fait un petit peu un office de référence euh, pour tout médecin qui pourrait s'interroger, qui veut se tenir à jour de la littérature et qui peut aller en fait à un endroit pour aller voir un petit peu quelques détails de littérature et avoir quelques conclusions un petit peu prébâchées, quitte à ce que Bah, la conclusion la soit on ne sait conclusion est pas. systématiquement la conclusion, c'est systématiquement les études sont de trop mauvaise qualité pour pouvoir, tirer un résultat et cetera. Tu vas dans Cochrane, tu prends n'importe quelle question, sauf, des trucs évidents que tu avais pas besoin d'aller voir Cochrane avant, Ouais. tu sûr que c'est toujours ça. Et moi, je me suis vraiment posé la question de est-ce que vraiment, le fait qu'il y ait autant de gens qui travaillent à faire des méta-analyses Cochrane systématiquement, ça a un vrai sens dans, la situation actuelle de la recherche où tout ce que tu inclus dans ces revues-là, de toute façon, c'est des études de mauvaise qualité. C'est une bonne question, effectivement. Mais on conclura pas ça, aujourd'hui. En tout cas, ce que, Ouais, ouais, ouais. on retient de cet article, c'est que, effectivement, le biais de sélection de publication, c'est quelque chose qui, parle aux chercheurs. Je pense qu'on a tous au moins été informés du file drawer problem, le fait que quand on a des résultats qui sont pas très sexy, il vaut mieux les garder dans le tiroir que de les publier. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont été sensibilisés au fait que c'était important de les mettre sur OSF, que c'était important, de les partager avec, d'autres, justement pour pouvoir les mettre ensuite dans des méta-analyses. Que, effectivement, on a aussi le cas où certains chercheurs parfois, vont cacher des variables, dépendantes de leur article parce que ça rentrait pas dans l'article, parce que c'était pas possible de les mettre et cetera et qui parfois vont embellir leurs résultats. Et tout ça va modifier toutes les connaissances que l'on peut avoir sur des sujets précis
Et quand on essaye de s'intéresser à toute la littérature postée sur ce sujet en faisant des méta-analyses, ça va distordre la taille des faits que l'on a de ces méta-analyses. Si on s'intéresse à toutes les méta-analyses les unes avec les autres et qu'on regarde à quel point ça pourrait être distordu, alors la technique qui est proposée par ces chercheurs nous dit, en fonction des domaines, on peut s'attendre à une surestimation de tous les effets entre 50% et 100% de plus élevé que la taille des faits réelle. C'est en gros la conclusion de cet article. Ouais. Il n'est pas très. Ouais, c'est pas. Encore une fois, c'est un petit peu déprimant. Est-ce que. Moi, je te poserais bien la question, du coup, d'un point de vue peut-être plus expérience personnelle. Dans ta pratique, selon toi, le biais de publication, c'est un truc qui est présent à quel point? C'est très compliqué parce qu'en fait, quand tu fais une méta-analyse, tu, regardes toutes les bases de données et en fait, tu as un peu toujours les mêmes noms qui reviennent par rapport à la méta-analyse. Il y a des pontes très influents et puis il y a des gens qui travaillent avec eux, des doctorants, des post-doctorants et cetera. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on, heu, envoie un message à ces pontes en disant: «Est-ce que vous avez des études, dessus que vous n'avez pas publiées?» et cetera. Parfois, ils répondent et quand ils répondent, parfois, ils envoient 2, 3, 4, 5 jeux de données, pardon. Mais en fait, la vérité, c'est que ces articles-là, ce sont souvent, les données qui ont été faits qu'ils l'ont fait il y a très longtemps et dont ils se souviennent parce que c'est eux qui l'ont fait du temps où ils faisaient leurs propres recherches. Ouais. Mais leurs doctorants et leurs post-doctorants qui travaillent avec eux aujourd'hui et qui ont travaillé avec eux entre le temps des années 90 où ils faisaient leurs recherches et maintenant, eux aussi, ils ont des données dont on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Et eux, pour le coup, alors soit on se dit, tous les auteurs de la méta qui y sont inclus dans la méta-analyse, on les contacte tous systématiquement et en fait, tu te rends compte que plus de la moitié d'entre eux ne travaillent plus dans le milieu académique aujourd'hui, Ouais. au minimum. Soit, bah, tu es obligé de filtrer de cette manière-là et dans ce cas-là, bah, tu essayes à travers cette littérature grise ou parfois vraiment cachée, de les agréger et puis parfois, en fait, tu as pas accès. Une autre possibilité qu'on a, c'est d'envoyer à des listes de diffusion, des listes de recherche. On dit: «Bah, voilà, quel est notre sujet? Est-ce que vous avez de la littérature dessus?» Je l'ai fait sur 4 méta-analyses différentes, je n'ai jamais rien reçu en termes de réponse. Ah ouais, jamais. Jamais rien, De jamais rien. démarche 0, volontaire, c'est jamais arrivé. Ah, ça, c'est intéressant. 0. Par contre, quand j'ai, demandé aux pontes des résultats, j'ai souvent eu au moins un jeu de données par personne. Ok, ouais. Ouais, ça, c'est intéressant parce que du coup, on est. Et du coup, Parce quand on que. a ça, on est capable enfin, moi, ce que je fais, c'est que je fais une analyse de la différence entre les études publiées et non publiées. Ouais. Et pour le coup, s'il y a une différence, on dit: «Mince, est-ce que c'est une différence où les études non publiées ont vraiment un effet beaucoup moindre que les études publiées?» et si oui, bah, ça veut dire qu'il y a vraiment un biais de publication. Ouais. Et en Mais général, quand on t'envoie ces jeux de données, est-ce que en général, c'est des données qui sont avec une étude qui est strictement similaire à celle que tu peux déjà avoir, ou est-ce qu'il t'envoie en même temps les méthodes, les différences de méthodes qu'il peut y avoir eu, ou alors il t'envoie juste des données et puis démerde-toi avec ça. alors, moi, j'ai travaillé sur 2 sujets différents. Le premier, ça a été vraiment des scénarios qui sont classiques, les scénarios de Kalman et Tversky qui sont toujours les mêmes, mais tu Ouais. changes les questions. Mhm. Mais du coup, alors effectivement, les questions peuvent être un peu différents, mais si le construit derrière est semblable, tu peux les agréger. Donc ça, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des chercheurs qui se disent, quel serait le lien entre, je sais pas, tel biais cognitif et tel facteur humain d'attitude ou je ne sais trop quoi. Et en fait, dans l'étude, ils disent: «Bah, en fait, je vais juste m'intéresser aux attitudes positives» et du coup, ils ont quand même eu des mesures des attitudes négatives, mais ils ont pas publié. Et Mhm. dans ce cas-là, ils peuvent te les envoyer. Mais du coup, c'est une échelle d'attitude négative qui est toujours la même des échelles d'attitude négative, quoi. Ouais, je vois. Mhm. Et de la même manière, j'ai fait des études sur, des corrélations entre, par exemple, des facteurs de créativité et des traits de personnalité. Mhm.
Et en fait, il se trouve que les chercheurs ont mis dans les articles, par exemple, des bêtas de coefficients, pardon, des bêtas de régression linéaire, mais n'ont pas mis les corrélations. Donc on a besoin des corrélations, ils envoient du coup les corrélations. Typiquement, c'est le genre de choses. On sait qu'ils ont Ouais, je travaillé vois. dessus, mais ils n'ont pas rapporté ce qui nous est nécessaire à nous pour notre méta-analyse. Ouais, Et en ouais, fait, je vois. c'est là où ils disent: «Ah, mais en fait, on avait, telle autre mesure que vous pouvez inclure, machin, machin», tu vois? Mhm. Typiquement, mesure de créativité, il y a le nombre d'idées. En fait, ils ont aussi passé des échelles de créativité et nous, on peut le rentrer dans la méta-analyse des échelles de créativité. Ok, ouais, je vois. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Au final, en fait, on n'en sait rien. Il y avait une étude sur, l'effet du rouge. Heu, alors je sais plus, je crois que l'étude, c'était: «Est-ce que les femmes qui mettent du rouge sont plus attirantes?» ou quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est exactement ça le truc, et le Hmm. mec avait fait, il y avait un chercheur qui avait fait une méta-analyse dessus, et lui, il avait vraiment contacté tout le monde. Toutes les personnes qui avaient travaillé dessus de près ou de loin, il avait contacté tout le monde. Ça a mis 3 ans, et il a réussi à obtenir ce qu'il pense être toute la littérature sur le sujet, et le nombre d'articles non publiés, le nombre d'effets non publiés était le même que le nombre d'effets publiés. C'est-à-dire, en Ah gros, ouais. 50 des effets sur le sujet n'avaient pas été publiés. Ouais, et ça, c'était que. Ouais, d'accord, ok. Donc c'était. Évidemment, tous ces papiers non publiés étaient tous négatifs, j'imagine. Enfin, des résultats nuls, du coup. C'était moins important, mais pas forcément négatif, non. Ah, Ah, pas que il nuls. y a aussi beaucoup des mémoires de doctorants, bah, des mémoires de masterants qui, du coup, sont pas Mhm. publiés, des choses comme ça, qui peuvent être inclus. Mais en fait, tu fais un master, tu fais un bon master, mais après tu vas travailler dans le privé, ben, tu publies pas. Ouais, c'est vrai. Donc tu as aussi ce genre de souci. Donc non, pas forcément. L'effet était moindre, mais je crois que déjà, même dans la littérature publiée, il y avait pas d'effet, donc de toute façon, ça changeait rien au résultat. Ok, ouais, je vois. Et puis, une autre discussion aussi, là, du coup, que ça me provoque. Est-ce que tu penses que, euh, étant donné, moi, je suis quand même assez convaincu par cette idée de l'enregistrement des essais cliniques comme étant euh, un, un potentiel très fort, du coup, médiateur de cet effet de biais de publication peut-être inférieur en médecine, peut-être, du coup. Est-ce que tu penses que des choses un peu comme ça, c'est-à-dire un genre d'enregistrement obligatoire en fait de chaque projet de recherche, ça serait quelque chose de souhaitable au sein de la littérature scientifique en général? Et question peut-être subsidiaire finalement, est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on essaie de faire quand on dit à tout le monde de préenregistrer et de faire des registered reports? Bah, en fait, déjà, moi, je trouve qu'il y a une question qui a pas été abordée là, parce que c'est pas le sujet de l'article, c'est, la responsabilité éthique qu'on a vis-à-vis des participants. Ouais. Alors évidemment, en psychologie, tu testes les effets de créativité sur, les traits de personnalité en lien avec leur créativité. Bon, ça impacte pas grand monde. Mais Mm. quand tu parles de dépression, quand tu parles d'anxiété, quand tu parles, que tu dis: «Voilà, on va mettre des gens dans des traitements», si le traitement est pas efficace, il faut leur dire à ces gens-là qu'ils ont passé un traitement pas efficace. Je veux Ouais. dire, d'un point de vue éthique, pour moi, c'est pas soutenable l'idée de dire aux gens: «On vous a fait un traitement qui est pas efficace et on vous le dit pas». Ouais, c'est vrai. Et en fait, même, alors oui, dans ce genre de situation, c'est vrai que c'est extrême. Mais de toute façon, même normalement, dans l'éthique telle qu'on est censé la faire, on n'est pas censé faire, entre guillemets, perdre leur temps aux participants. Et en tout cas, c'est comme ça au Danemark. Je suis à peu près sûr que dans tous les comités d'éthique du monde, il y a à peu près la même chose. C'est-à-dire faire une étude pour que finalement les données soient mises dans un tiroir et on s'en fiche, c'est considéré comme étant une perte de temps pour le participant et donc considéré comme une pratique non éthique vis-à-vis du participant, parce qu'en fait, il a fait quelque chose pour rien, on l'a fait venir pendant 1 heure, même s'il est payé, parce que c'est pas bien en fait de traiter les données par-dessus la jambe. Ça veut pas dire que on est obligé de les publier absolument coûte que coûte si jamais il y a une erreur dedans ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien cette idée aussi que Ouais, mais l'éthique pour fait. moi, ça tient pas, parce que, typiquement, tu vois, le problème principal, là, qui est soulevé par cette étude, c'est les recherches en économie. Ouais, En économie, les participants sont payés cher. ouais, C'est-à-dire que clairement, ils ont pas perdu leur temps. C'est-à-dire que quand tu fais une étude qui va durer une demi heure et que tu gagnes 20 €,
T'as pas payé, je veux dire, en psychologie, quand tu es payé, tu vas être payé 1 euro, 1,50 €, 2 € grand maximum, tu vois. En Ouais. économie, tu peux gagner beaucoup plus. Là, pour moi, tu vois, tu as des études en économie où on va placer des gens dans des faux magasins et on va leur dire faites comme si vous achetiez dans un vrai magasin. Et quand ils Ouais. ressortent, ils repartent avec ce qu'ils ont pris dans le magasin, du coup gratuitement. Ouais. Et des fois, ça peut être des sommes importantes, c'est 20, 30 €. Pour moi, c'est difficile de soutenir cet argument-là dans les études en économie, sachant qu'on a montré avec cette étude que le problème était plus important en économie que dans les autres études. Donc je pense pas que ça tienne à ce niveau-là. J'entends qu'en psychologie, et typiquement en psychologie sociale, ce soit vrai, mais je pense pas que ce soit facilement généralisable. Ouais, oui, je comprends ton argument. Je sais pas s'il est complètement vrai dans le sens où, je sais pas si je suis complètement d'accord parce que on pourrait dire la même chose, tu sais, genre avoir un travail très bien rémunéré mais qui est complètement vide, creux de sens. Un bullshit job. Ouais, voilà, exactement. Est-ce que c'est sain pour la personne? Est-ce que c'est éthique pour la personne? Je sais pas. J'aurais tendance à dire ah peut-être pas complètement. Il y a quelque Bah, en chose fait, de pas là aussi génial derrière. où peut-être je te rejoins par rapport à ça, c'est que du coup, on parlait de l'implication pour le patient en médecine ou en psychologie clinique, mais on pourrait aussi argumenter sur en économie, les implications, pour les décisions politiques, parce que souvent quand on fait de l'économie, il y a beaucoup d'études en économie qui ont un objectif d'informer, les gouvernements ou d'informer les citoyens vis-à-vis de ce qui se passe économiquement autour d'eux. Ouais. Et donc là, effectivement, je te rejoins aussi sur le fait qu'à ce moment-là, il y a des implications éthiques. Typiquement, si, tu fais une étude dans un magasin, un faux magasin, et où du coup tu vas réagencer les magasins pour que les gens, heu, dépensent plus, bah, ça veut aussi dire que tu mets les gens qui sont à risque de dépenser plus et donc d'avoir des problèmes, financiers et cetera. Pour moi, il y a aussi des implications éthiques à ça, Ouais. Ouais, je suis d'accord. tu Hmm. vois? Je suis tout à fait d'accord. Et typiquement, moi, là où, aussi ça me pose problème, c'est, il y a énormément d'études en économie où, les chercheurs, ils vont, impliquer une petite partie d'une population en Afrique, ils en ont rien à faire. Ils vont donner un petit peu d'argent à droite à gauche là-bas, ils disent que c'est randomisé, contrôlé et tout. Ça déstabilise toute l'économie locale. Ils foutent un bordel pas possible dans le village dans lequel ils font ce test et les villages autour, en donnant aléatoirement de l'argent à des gens pour voir ce qui se passe. Et ça, d'un point de vue éthique, tu vois, il y a quand même aussi, le fait que, OK, si ça a déstabilisé et que tu trouves pas tes effets, c'est important de dire que tu as déstabilisé et que ça trouve pas d'effet pour informer les autres qu'il y a des implications éthiques à ce que tu fais. Ouais, ouais, ouais. Bah, et puis en général, j'ai envie de dire, de toute façon, toute étude non significative, il y a de toute façon des implications éthiques aussi pour les autres chercheurs, même de toute façon, même quand c'est pas quelque chose qui est très bouillant dans quelque chose des politiques publiques ou quoi que ce soit. C'est que ça, c'est quand même quelque chose dont la métascience et l'open science parlent beaucoup. Si on publie pas les effets négatifs, il y a d'autres chercheurs qui viennent travailler sur ce sujet en étant persuadés que ça fonctionne. C'est très stressant et il y a des carrières qui s'arrêtent parce qu'ils trouvent pas de papier potentiellement parce que justement ils font de la science correctement et donc ils essayent de répliquer un effet qui n'est pas réplicable parce qu'ils savent pas qu'en fait il y a un biais de publication énorme dans la littérature. Quand ils trouvent pas, eh ben ils font, je sais pas moi, 3 ans de thèse, ils ont pas de papier à la fin et à la limite ils font un postdoc et s'ils sont toujours persuadés que ça marche, il y a toujours pas de papier à la fin. Là après on leur dit merci au revoir parce que c'est Et oui. malheureusement l'un des problèmes qu'on a dans la science actuelle. Et à Euh, l'inverse, la sélection de publication, c'est justement le contraire. C'est qu'il y a des chercheurs qui vont poursuivre des lignes de recherche dans lesquelles on est sûr de trouver des effets, même si c'est pas très intéressant, ou qui vont chercher à manipuler les données ou manipuler les variables dépendantes ou utiliser plein de variables dépendantes pour ne s'intéresser qu'aux variables dépendantes dont ils ont trouvé des effets pour pouvoir publier. Et du coup, je pense qu'on peut conclure, cet épisode de cette manière-là, c'est que, en fait, le sélection de publication, elle est au centre du paradoxe qui se trouve entre les valeurs scientifiques qui sont prônées et la réalité scientifique des chercheurs où, les valeurs qui sont prônées par la science, c'est vous faites de la science pour promouvoir les connaissances du monde, pour mieux comprendre la réalité de ce qui se passe autour de vous et pour ça, il faut produire des résultats associés aux données qui existent dans le monde. Sauf que, bah, le chercheur, lui, s'il veut évoluer
dans sa carrière, s'il veut être un bon chercheur, qu'il soit vu comme quelqu'un de compétent vis-à-vis de ses pairs, etc., il doit publier une partie de ces données qu'il crée sur le monde et pas l'ensemble des données sur le monde. Donc il y a pour moi un problème, on l'a dit éthique, mais aussi un problème moral de comment le chercheur se positionne vis-à-vis de sa manière de voir la science ou de voir sa carrière économique, justement, sa carrière académique, comment il se voit lui dans sa carrière individuelle. Pour moi, il y a un vrai questionnement à se poser à ce niveau-là, entre une vision de la science qui soit communautaire et une vision de la science qui soit purement carriériste et individuelle. Et on est plutôt poussé à cette vision individuelle au détriment de cette vision communautaire. C'est très intéressant, d'autant plus que j'ai l'impression que, dis donc, tu dépasses un petit peu sur le sujet du prochain podcast, qui est l'article que j'avais lu, C'est pour le parfait parce coup. que moi je le connais pas, donc c'est parfait. Écoute Bah, Nathaniel, ça on va se pile retrouve, là-dedans. ça marche, on se retrouve pile dans un mois pour discuter du coup de cet article. J'ai hâte de savoir de quoi ça parle. Je te remercie et puis je te dis à dans un mois. Merci beaucoup, à dans un mois et salut aux auditeurs.